mercure monte insensiblement. Un ciel bleu sans nuages, du lever au couchant. Dans la broussaille, les cigales chantent depuis ton réveil, et tout dans l'air et sur terre célèbre l'apogée du soleil. Au bout de ton chemin, un homme encapuchonné t'attend, assis à l'ombre d'un olivier. Accorde-toi une halte, dépose ton sac, l'inconnu t'y invite. Rafraîchis-toi, voyageur, et prête l'oreille au conte du zénith. Le mariage du fantôme. Il y avait branle-bas de fête au château de Quatre-Vents, parce que le baron y attendait la visite du jeune sire de Vufflan, auquel il destinait la main de sa fille. Le baron était l'aîné de la branche cadette des Quatre-Vents, et il avait hérité, en même temps que son château, tout l'orgueil de ses ancêtres. Il affirmait descendre de Gauthier de Quatre-Vents, dit Gauthier sans argent, gentilhomme bourguignon qui prêcha la croisade aux côtés de Pierre l'Ermite et perdit la vie en Bulgarie. À force de guerroyer par les pays de Vaud, de Savoie et de Bourgogne, les biens du baron s'étaient en grande partie évaporés et il avait quelque peine à maintenir un état de maison qui répondît à son illustre origine. Il lui restait son château qui dominait toute la contrée du milieu du monde. Il lui restait aussi ses forêts, quelques vieilles querelles de famille que lui avait léguées son bisaïeul et qu'il entretenait avec autant de soin que les 4 derniers chevaux de ses écuries et les 3 derniers chiens de sa meute. Il lui restait enfin sa fille Hériberte. Celle-ci était la fille unique du baron. Et l'on sait que les filles uniques sont d'ordinaire des prodiges. Élevée par 2 tantes qui, dans leur jeunesse, avaient vécu plusieurs années à la cour d'un petit prince des pays du Nord, Hériberte était instruite dans toutes les parties de l'éducation du beau monde. Elle était d'une habileté prodigieuse au travail des tapisseries de haute et basse lisse, et avait déjà représenté au naturel la glorieuse légende de Gauthier sans argent, mourant de la peste sur la route du Saint-Sépulcre. Elle lisait assez couramment les lettres gothiques, elle savait signer son nom, qu'elle faisait suivre de chacun de ses titres, ce qui prenait beaucoup de temps. Elle savait encore danser à la mode bourguignonne et chanter par cœur des romances en s'accompagnant sur le luth. Pour la beauté, on s'accordait à dire qu'elle n'avait pas de rival entre la cité ducale de Dijon et les évêchés de Lausanne et de Bâle. Mais les tantes qui, à ce que l'on prétend, avaient été fort coquettes en leur temps, ne plaisantaient pas sur le chapitre des convenances. Elles gardaient leur nièce à vue. Cette rose des forêts fleurissait au milieu des épines. Cependant, le baron aimait à donner des fêtes. Et comme le ciel l'avait doté de mains parents pauvres, ils arrivaient par essaim dans ces occasions pour jouter entre eux, boire à la santé du beau cousin et exalter sa magnificence. La nuit venue,
On se réunissait dans la haute salle des gardes où une compagnie de soldats aurait bivouaqué à l'aise en société des effraies et des chauves-souris. Le baron se mettait alors à raconter, et ses histoires étaient longues. C'étaient souvent quelques récits des guerres où il avait une part qui n'était pas la moins glorieuse et dont les détails variaient suivant l'importance des auditeurs. Puis, lorsque ses hôtes paraissaient somnoler quelque peu, il les réveillait vivement avec des histoires de sorciers et de fantômes. Il en était fort friand et se délectait quand les dames y attrapaient la chair de poule le long de leurs bras veinés de sang bleu et que les chevaliers en demeuraient bouche bée longtemps encore après qu'il eût cessé de parler. Du reste, le baron se regardait bonnement comme l'un des hommes les plus marquants de son époque. S'il y avait branle-bas de cérémonie ce jour-là, c'est qu'il s'agissait d'une affaire de la plus haute importance. Le baron attendait en effet la première visite du jeune sire de Vufflan qu'il destinait comme époux à sa fille Hériberte. Ce seigneur était issu d'une famille presque aussi noble que celle des 4 vents et presque aussi ruinée. Le baron avait donc formé le projet d'unir par les liens du mariage 2 maisons illustres par le sang et dont les domaines, une fois réunis, rendrait à celui qui se flattait d'en devenir le seul maître son ancienne puissance. Toutes les formalités de la négociation avaient été remplies, sauf la rencontre des futurs époux qui n'avait pas été jugée nécessaire. Au demeurant, le jeune sire de Vufflan servait alors dans les armées d'un prince étranger. Mais il venait d'obtenir un congé pour s'aller marier. Il s'était mis en route et avait annoncé pour ce jour-là son arrivée au château de 4 vents. Aussi peut-on croire que toute la maison était sous grand pavois pour le recevoir. L'oriflamme du baron flottait sur la tour de l'Est. Effraies, chauves-souris, araignées avaient dû vider les lieux. La garde, c'était un ancien invalide de guerre, se mit sous les armes et la livrée, c'étaient 2 vieux valets, revêtit ses pourpoints neufs. Quant à la toilette de la fiancée, elle avait été le sujet de discussions tellement interminables entre les tantes qu'Hériberte en prit occasion de suivre son propre goût. Aussi se trouvait-elle habillée d'une robe de brocart semée de vraies roses cousues avec du fil d'or. Ainsi parée, elle ressemblait plus à une princesse qu'à une baronne. Les tantes, tout émues, lui donnaient encore leurs derniers conseils sur sa contenance et ses propos avec l'époux qui allait arriver. De son côté, le baron était fort agité. Non qu'il eût précisément quelque chose à faire, mais c'était un petit homme vif et inquiet qui ne pouvait tenir en place. Pour tromper son impatience, il allait de chambre en chambre, donnait des ordres contradictoires aux valets, déplaçait des meubles sans prendre garde que la poussière qu'il dissimulait en profitait pour sauter aux yeux de tous. Il descendait dans les cuisines où l'on avait tué le veau gras et il goûtait aux sauces. Il faillit même rouler dans l'escalier de la cave en allant choisir les plus vieilles bouteilles, celles qu'on met dormir derrière les fagots jusqu'au jour où l'on marie sa fille, mais il y avait longtemps que la livrée les avait bues. Il monta ensuite au sommet d'une tour afin de voir, comme feu sa tante Anne, si l'on n'apercevait point quelque cortège sur la grande route. Mais rien ne s'y montrait. L'heure du dîner avait sonné, les cousins et les parents étaient tous arrivés, les sauces commençaient à sécher, les rôtis à brûler, mais le baron avait beau explorer l'horizon, il ne vit que les forêts immobiles, 2 aigles qui planaient dans le ciel et un petit nuage en forme d'épée à la pointe du Mont Blanc. Ce n'était guère bon signe. Tandis que l'impatience grandissait au château et que le soleil s'abaissait lentement vers l'occident du pays du milieu du monde, une scène tragique se déroulait à 6 lieues de là. Monsieur de Vufflan et son ami Régnier, comte de Clermont, suivi d'une faible escorte, faisaient route au petit trot
allure assez ordinaire aux jeunes gens dont les parents ont pris la peine d'arranger le mariage. Ils devisaient gaiement ensemble sur les ridicules du baron, la sottise reconnue des tantes et la réputation de beauté de la blonde Hériberte qu'ils n'avaient jamais vu ni l'un ni l'autre. Ils cherchaient quel nom d'emprunt ils donneraient au comte de Clermont pour la circonstance, celui-ci appartenant précisément à l'une des familles avec qui le baron entretenait l'une de ses querelles séculaires, et ils s'amusaient à en fabriquer d'extraordinaires, lorsque surgit devant eux une troupe d'hommes armés. C'étaient des brigands, dont cette partie du pays se trouvait alors infestée. « La bourse ou la vie !» s'écria le chef des voleurs en se jetant avec ses hommes à la tête des chevaux. Les deux chevaliers tirèrent aussitôt leurs épées et se défendirent vaillamment contre un ennemi nombreux et mirent enfin les brigands en fuite. Seulement, le sire de Vufflan avait reçu une blessure mortelle au cours du combat. Son ami le transporta avec beaucoup de peine sur sa monture au plus proche couvent, où on lui prodigua des soins qui furent inutiles. Se sentant mourir, le malheureux jeune homme chargea son camarade de se présenter chez le baron pour raconter sa triste fin et restituer à Hériberte l'anneau de fiançailles qu'il avait reçu par l'entremise des tantes. Il assura son ami que si ce message n'était pas fidèlement exécuté, il ne pourrait trouver la paix dans son tombeau. À peine eut-il achevé ses recommandations que le délire le saisit. Il se mit à parler avec volubilité, ordonna ses préparatifs de voyage, montra une grande impatience de connaître la belle Hériberte, enfin, il demanda son cheval, et au moment où il croyait mettre le pied à l'étrier, il expira. Le comte Régnier, après avoir donné des larmes à son compagnon de guerre et de taverne, renvoya les domestiques porter la triste nouvelle à Vufflan, puis il chargea les moines de faire le nécessaire pour sa sépulture dans la cathédrale de Lausanne où dormaient les aïeux du mort. Enfin, il s'occupa de remplir sans délai la mission qui lui avait été confiée. Elle était de nature fort délicate, puisqu'elle allait changer du tout au tout l'avenir de la jeune personne et renverser les espérances du baron. Aussi reprit-il sa route encore plus lentement, en retournant sur sa langue les phrases qu'il allait devoir prononcer. Et plus il approchait, plus ces phrases s'embrouillaient dans sa tête, car il faut avouer que s'il était brave, le comte Régnier n'était point éloquent. Pendant ce temps, on mourait plus encore de faim que d'inquiétude au château de Quatrevent. Le baron refusait toujours de faire servir le dîner lorsque, au moment que les hiboux s'envolent des vieux toits pour entreprendre leurs travaux nocturnes, le cor de chasse se fit entendre au dehors. Le gardien de la tour répondit avec sa trompe. Le baron se précipita dans la cour, fit abaisser le pont-levis et se porta à la rencontre de son gendre. Il vit s'approcher un cavalier de haute taille, d'une figure grave et imposante. Le baron lui trouva bonne et grande mine, mais il fut un peu mortifié de le voir arriver seul, car il jugeait que cette manière bourgeoise de voyager n'était guère convenable à un homme qui allait avoir l'honneur de lui appartenir. Mais il passa là-dessus, s'imaginant que, peut-être, l'impatience d'arriver lui avait fait devancer ses gens. L'étranger n'était pas encore sorti de sa première phrase que le baron l'interrompit en l'embrassant et en lui faisant 1000 compliments. C'était son fort, c'était aussi son faible. Et comme il savait par cœur un vieux manuel de courtoisie, oublié jadis par quelques troubadours dans un cachot du château, il ne laissa pas le temps à celui qu'il croyait son gendre de placer les 2 autres phrases que ce dernier avait préparées. Cependant, lorsqu'ils parurent dans la grande salle, il se fit un silence. L'étranger allait en profiter quand les tantes entrèrent en conduisant par la main leur nièce dans sa robe brodée de rose. Elle leva ses beaux yeux bleus, prêts à pleurer d'énervement,
Mais sans doute le regard plein d'admiration du comte ne lui fit-il pas peur, car 2 mignonnes fossettes se dessinèrent au coin de sa bouche. La livrée ouvrit alors à double battant les portes de la salle du festin, dont les murs disparaissaient sous les trophées de guerre et de chasse, étendards déchirés, écus fendus et tordus, lances rompues, mâchoires de loup, bois de cerf, pattes d'ours et têtes de sanglier. Cependant, le comte mangea peu, but moins encore, tant il paraissait absorbé dans ses pensées. Il ne regardait qu'Héribert et lui disait de temps en temps quelques mots, mais à voix si basse que personne d'autre ne pouvait les entendre. Bien qu'elle n'y répondît pas toujours, elle semblait n'en pas perdre une syllabe, et, chaque fois qu'il détournait la tête, elle jetait sur lui un regard modeste mais pénétrant. Les invités étaient trop soucieux de ne manquer ni un coup de fourchette, ni un coup de gobelet pour s'apercevoir de rien. Seules les 2 tantes se signalaient à travers la table leur satisfaction devant l'entente parfaite qui régnait déjà entre les futurs époux. Le repas se prolongea, on porta des santés, on chanta. Mais l'étranger continuait de rester grave en dépit de la gaieté générale. Son aspect à la fois mélancolique et tendre intéressait les dames, mais ne plaisait guère aux messieurs. On l'aurait voulu plus joyeux. « Est-ce que, la veille de son mariage, on devrait avoir l'air de porter ainsi le diable en terre ?» demandait la rieuse Madame de Buchillon derrière son éventail en plume de cygne, à la sèche Madame d'Aubonne qui cachait la moitié de son long nez derrière un éventail en plume de corbeau. Monsieur l'abbé d'Yverdon, qui devait célébrer la cérémonie nuptiale, hochait sa tête blanche avec surprise. Et l'oncle d'Orbe commença de raconter des histoires de revenants, dont il se vantait de posséder un répertoire presque aussi complet que celui du baron. Mais ses gestes effrayants et sa voix caverneuse ne déridèrent pas un instant le comte, qui ne cessait de converser dans un coin avec l'épouse de manière toujours plus confidentielle et mystérieuse. Cela finit par paraître suspect et vexa tellement le baron qu'il déclara vouloir lui aussi raconter une histoire de spectre. C'était celle du cavalier maudit, condamné à galoper à travers le monde en emportant sur sa selle le cadavre de l'homme qui l'avait trahi jusqu'à ce qu'une jeune fille offrît sa vie pour sa délivrance. Tout le monde connaissait cette vieille légende, qui ne manquait pourtant jamais son effet. L'étranger leva lentement les yeux et regarda fixement le baron. Et, quand l'histoire fut finie, il grandit peu à peu sur son siège et parut bientôt d'une taille gigantesque aux yeux de tous les assistants. Personne n'osait ni remuer ni parler. On entendit, par les fenêtres ouvertes, le ululement du hibou dans le bois. Alors, l'étranger soupira profondément et salua la compagnie pour prendre congé. Le baron, confondu d'étonnement, lui présenta que son appartement était prêt, qu'il était impossible de songer sérieusement à partir si tard. L'étranger répondit d'un air de mystère: « Je suis attendu dans une demeure bien différente. » Le son de sa voix était tout changé, et le baron en fut saisi de crainte. Il insista néanmoins pour le retenir, mais l'étranger ne fit plus que des signes de tête, salua les convives de la main et sortit de la salle à pas comptés. Le baron le suivit dans la cour, où un grand coursier noir frappait le pavé avec impatience. Quand ils furent sous la herse du pont-levis, l'étranger lui dit d'une voix lugubre: « J'ai un engagement solennel auquel je ne puis manquer. »« Quoi donc? La nuit de vos noces? Ne pouvez-vous vous faire remplacer ?»« Impossible. Je suis mort. Les brigands m'ont tué. On m'attend à minuit dans la cathédrale de Lausanne, où doivent se célébrer mes noces avec l'éternité. » Alors,
Il se jeta sur son étalon noir et partit au galop. Le baron resta comme pétrifié, écoutant décroître au loin le bruit des sabots du coursier infernal, puis il revint raconter ce qui s'était passé. Madame de Buchillon et la cadette des tantes perdirent connaissance. On se remit à vider force à nappe, à conter force histoire de revenants. Mais l'entrain n'y était plus. Un des convives osa même avancer que l'étranger pourrait bien avoir inventé cette manière de rompre son engagement. Mais le baron et les cousins n'admirent point qu'un tel affront pût être fait à l'illustre chef de l'illustre famille de 4 vents, et ils menacèrent de rosser l'incrédule. Le lendemain, tous les doutes furent levés quand un courrier vint apporter la nouvelle du meurtre et de l'enterrement du jeune sire de Vufflans. Le baron fut comme pétrifié une seconde fois, et ses parents trouvèrent qu'il serait malséant de quitter le château dans un moment où cet excellent homme était si malheureux. En conséquence, ils continuèrent de manger et de boire à sa dépense, et les grandes salles retentirent toute la journée de leurs discours. Ils résolurent même de demeurer à leur poste la nuit suivante pour le cas où le spectre ferait une nouvelle apparition. Quant à la pauvre Hériberte, se trouvant déjà veuve avant d'avoir été aussi mariée qu'elle l'eût désiré, elle se retira chez elle pour pleurer. L'aînée des tantes ne voulut donc point la quitter dans ces tristes circonstances. Elle passa l'après-midi et la soirée à lui raconter des histoires de revenants et se mit au lit à côté d'elle. La bonne dame venait enfin de s'endormir lorsqu'elle crut percevoir, comme en rêve, le son ravissant d'une flûte. Ayant ouvert un œil à demi, elle vit distinctement l'ombre de sa nièce devant la fenêtre. Alors, elle se leva tout doucement à son tour, regarda au dehors, et qu'aperçut-elle au clair de la lune? Le spectre de la veille, immobile sur la pelouse. La tante poussa un faible cri et s'évanouit. Mais elle ne tarda pas à reprendre ses sens grâce aux bons soins de sa nièce qui l'assura n'être point effrayée du tout par l'apparition. Au contraire, elle trouvait quelque douceur, disait-elle, à voir l'esprit de celui qui aurait dû lui appartenir. Et quand sa tante déclara que pour rien au monde elle ne passerait une seconde nuit dans la chambre hantée, Hériberte la supplia de ne dévoiler à personne ce qu'elle avait vu, de peur qu'on ne voulût la priver elle-même d'habiter les lieux où l'âme de son époux se plaisait à errer. La bonne tante eût-elle gardé son secret? C'est douteux, car les dames d'un certain âge, en ce bon pays du milieu du monde, éprouvent un merveilleux plaisir à se raconter des histoires singulières. Mais il survint un nouvel événement qui la délia de sa promesse. Le surlendemain, au moment où l'on allait se mettre à déjeuner, les servantes vinrent annoncer en tremblant que la jeune baronne avait disparu. Sa fenêtre était restée ouverte, elle n'avait pas couché dans son lit et l'on n'avait trouvé personne dans sa chambre. À ces mots, qui frappèrent tout le monde de stupeur, la tante aînée s'écria en se tordant les bras. « C'est l'esprit, c'est le spectre qui l'a enlevé !» Puis elle fit le récit de ce qu'elle avait vu l'avant-veille et la livrée confirma son témoignage. Elle aussi avait entendu à minuit le galop d'un cheval. Ce ne pouvait être que le coursier noir du fantôme qui emportait son épouse pour la coucher auprès de lui dans le tombeau de la cathédrale où dorment tous les chevaliers des environs avec leurs épouses auprès d'eux. Cela parut extrêmement probable, et le pauvre baron se mit dans un état à faire pitié, car en effet, ou bien sa fille avait été emportée dans l'autre monde par un Vufflan de la branche aînée, ce qui était flatteur, mais pas moins triste, ou bien elle avait choisi de donner pour gendre à son père un simple enchanteur sans naissance, et cela était vraiment inadmissible.
Après avoir beaucoup réfléchi, pleuré et juronné, il fit serment, si tel était le cas, de se venger et de renier sa fille. Puis il scella son vieux destrier de guerre, sonna le rassemblement des invités et se mit à leur tête pour battre les bois environnants à la poursuite du spectre. Mais au moment où la troupe franchissait les douves du château, une nouvelle apparition figea tout le monde sur place. Le baron vit s'approcher au galop une dame sur un cheval blanc, accompagnée d'un cavalier sur un étalon noir. C'était sa fille Hériberte avec le fantôme. Il venait de se marier en l'église abbatiale de Romainmôtier et accourait implorer le pardon et la bénédiction du baron. Celui-ci n'en croyait pas ses yeux, tant il était frappé par la bonne mine du spectre, qui ne montrait plus ni pâleur ni mélancolie, mais au contraire donnait tous les signes d'une vie très animée, et il n'en croyait pas son cœur, qui déjà l'incitait à ouvrir les bras à sa fille. On s'expliqua enfin. Le comte Régnier raconta la fin tragique du pauvre sire de Vufflan. Il dit comment il était venu au château pour rendre compte de ce funeste événement, mais que le baron ne lui avait pas permis de placer un mot au cours de la soirée. Il dit comment la vue de la jeune baronne l'avait charmé, comment il avait essayé de lui plaire et comment l'histoire même du cavalier maudit lui avait donné l'idée de son stratagème. Le baron sentit bien qu'il aurait dû demeurer inflexible. N'avait-il pas fait serment sur Pierre l'Ermite et Gauthier sans argent? Et n'allait-il pas falloir renoncer à l'une de ses plus anciennes querelles de famille qui concernait précisément la maison de Clermont? Mais il était juste d'une nuit trop tard pour sévir. Il pardonna donc. Et les fêtes reprirent au château avec plus d'éclat qu'auparavant. Les convives furent priés de rester encore, les cuisines sacrifièrent un deuxième veau gras, la cave fut vidée pour de bon, et la pauvre livrée ne savait à qui entendre. Il fallait pourtant que le baron passât sur quelqu'un sa colère rentrée. Il choisit donc les deux vieilles tantes et leur reprocha aigrement de n'avoir pas su donner à sa fille une éducation assez sévère. Mais elles s'en tirèrent en observant que le malheur ne serait jamais arrivé et que peut-être Hériberte fût restée fille si l'on n'avait pas toujours négligé de griller la fenêtre du côté du jardin. Ainsi s'achève l'histoire telle qu'on me l'a dite. Ton chemin t'attend, voyageur. Remets ton sac à dos. Et si, dans ton périple, tu as besoin de repos, viens me retrouver. Et je te dirai les contes du Zénith.